réchauffement climatique. Climate change. Cambiamenti climatici, 因为应对气候变化。 Cambio climático. There is no planet B. Ça ne vous aura pas échappé, si vous suivez l'actualité climat et énergie, nos activités humaines sont encore fortement dépendantes des énergies fossiles. Pour preuve, l'humanité n'a jamais autant émis de CO2 qu'en 2022. On installe encore aujourd'hui dans le monde des centrales à gaz et au charbon. Et même si on ne brûlait plus un gramme d'énergie fossile, certaines réactions chimiques dans les cimenteries ou les aciéries continueraient à émettre du CO2. Or, l'acier et le ciment sont deux piliers de nos sociétés modernes et on ne voit pas bien comment on pourrait faire sans, ne serait-ce que pour produire des éoliennes, des panneaux solaires ou encore des centrales nucléaires. Et si on ne peut pas éviter ces émissions, on peut néanmoins les capter directement en sortie de cheminée et séquestrer ce carbone dans des couches géologiques. C'est ce qu'on appelle la capture et séquestration du carbone, ou CSC. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela fait des décennies que l'industrie pétrolière le fait. Mais alors pourquoi ce n'est pas mondialement déployé? Que faire du carbone capté? Et est-ce que ces technologies ne seraient pas une excuse pour retarder la lutte contre le changement climatique? Pour y répondre, je reçois Florence Delprat-Jeannot, responsable du programme CSC de l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Vous écoutez Échange climatique épisode 31, Capturer le carbone, la solution miracle. Bonjour Florence Delprat-Jeannot. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? je suis coordinatrice CO2 à IFP Énergie Nouvelle. Qu'est-ce que l'IFP Énergie Nouvelle? Alors IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Donc on mène un certain nombre d'actions de recherche et parmi ces actions de recherche, nous développons des solutions pour réduire l'impact des activités humaines et des activités industrielles sur le climat et sur l'environnement. Donc je voudrais qu'on commence par partager quelques définitions, histoire de bien cerner le contexte. Qu'est-ce que la capture et séquestration du CO2, donc le CSC ou CCS en anglais, et quelles sont les différences avec notamment le Direct Air Capture ou DAC? Alors, le captage et stockage du CO2, ça consiste à capter du CO2 à la sortie des fumées, à le transporter et à l'enfouir sous terre de façon à l'isoler de l'atmosphère. Donc c'est le CCS ou CSC en français. Vous me parlez de captage direct dans l'air, donc de DAX. Quand on va parler de captage direct dans l'air, on va capter le CO2 dans l'atmosphère. Donc vous captez le CO2 dans l'atmosphère, vous le transportez et vous le stockez. On lit parfois capture, parfois captage, parfois on lit CO2, parfois on lit carbone. Qu'est-ce qu'il faut dire? En français, on dit plutôt captage, mais c'est vrai qu'en anglais, on dit capture. Donc finalement, en français, maintenant, ça nous arrive de dire les deux. On dit CO2, on dit carbone, ça dépend, mais en général, ce qu'on capte quand même, c'est du CO2. D'accord. Et une dernière question sur ça. On parle plutôt de technologie ou de technique? Alors, ce sont des technologies que l'on met en œuvre, ce sont des procédés de captage du CO2, notamment, qui sont mis en œuvre, donc ce sont vraiment des technologies. D'accord. Et voilà, pour bien finir de cerner le contexte, on parle aussi de capture du CO2 par des techniques dites basées sur la nature, c'est-à-dire le boisement ou l'agriculture régénératrice avec la capture de CO2 dans le sol. Ici, on ne parlera pas de ça, on parlera bien du captage soit en sortie de cheminée, d'usine ou de centrale thermique, ou du captage directement dans l'atmosphère par différentes technologies. Je préfère expliquer à nos auditeurs avant que ce soit confus, parce que beaucoup, en fait, de premier abord, en parlant de captage du CO2, pensent d'abord au boisement, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on va parler de solutions technologiques pour capter le CO2. Le boisement, l'agriculture, elles sont plutôt vues comme des solutions naturelles. Maintenant, des solutions naturelles que l'on peut quand même renforcer grâce à un certain nombre de procédés. Oui, bien sûr. Et puis parfois aussi, la frontière est floue. Par exemple, dans le cas de la bioenergy sequestration carbon capture, il y a un petit peu des deux pour le coup. Vous avez raison, c'est un très très bel exemple. Donc effectivement, en français, on va dire bioénergie avec captage et stockage du CO2. Ça consiste en quoi? Ça consiste à brûler de la biomasse. Donc par exemple, vous avez une centrale au hasard à charbon. Au lieu qu'elle fonctionne à charbon, vous allez la faire fonctionner à la biomasse. Cette biomasse, pour pousser, elle a
capter du CO2 de l'atmosphère. Si vous brûlez cette biomasse, que vous captez le CO2 à la sortie des fumées de la centrale biomasse, vous le transportez et le stockez, eh bien tout ça, c'est comme si vous stockiez du CO2 qui provient de l'atmosphère. Donc on va parler effectivement d'émissions négatives puisque vous allez retirer du CO2 de l'atmosphère. Ouais, c'est important de faire ce discernement. Donc, émissions négatives dans le cadre du BECS, comme on l'appelle. Par contre, quand on met un filtre sur une cheminée de sidérurgie, par exemple, comme on va le voir, on ne parle pas d'émissions négatives, on parle de réduction des émissions, alors que les émissions négatives, c'est tout ce qu'on arrive à capter plutôt de l'atmosphère et pas de sortie de cheminée. Tout à fait d'accord. Dans les émissions négatives, on a aussi le captage direct dans l'air, qui consiste à réduire du CO2 Tout à fait. qui est présent dans l'atmosphère. Ouais. Donc, je propose qu'on se concentre sur le captage de CO2 en sortie de cheminée pour commencer. Donc, pour quel type d'industrie peut-on appliquer ces technologies ? Alors, ces technologies, elles visent à capter le CO2 qui est présent dans les fumées. Donc, en théorie, on peut les appliquer sur n'importe quelle industrie qui émet du CO2. Alors, on va viser en priorité les industries que l'on dit lourdes, c'est-à-dire celles qui émettent beaucoup de CO2, comme par exemple les usines sidérurgiques, comme par exemple les cimenteries, mais on peut aussi viser des installations industrielles qui émettent moins de CO2, comme par exemple des incinérateurs, des papeteries, des verreries. Donc en théorie, sur n'importe quel type d'industrie. D'accord. Donc, pourquoi on parle souvent d'industries difficiles à décarboner quand on parle de l'industrie lourde, justement des cimenteries et les sidérurgies ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le CO2 qu'on n'émet pas, c'est quand même un cas qu'il faut rechercher. Donc les industriels aujourd'hui, ils cherchent à se décarboner et ils cherchent à se décarboner par tout un tas de moyens. Et notamment la décarbonation du système énergétique. Donc, si vous utilisez une énergie qui est décarbonée, eh bien vous émettrez évidemment moins de CO2 que si vous utilisez une énergie qui est carbonée. Donc les industriels vont mettre en place tout un tas de solutions pour se décarboner et il reste des émissions que l'on dit par exemple incompressibles, ou on va parler aussi d'émissions résiduelles, qui sont des émissions que l'on ne peut pas décarboner par d'autres solutions que du captage du CO2. Vous citiez l'exemple de la cimenterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une cimenterie, vous avez à peu près un tiers des émissions qui proviennent de la production d'énergie, de la consommation d'énergie. Et vous avez 2 tiers des émissions qui proviennent du procédé qui permet de fabriquer le clinker qui va servir à faire des ciments. Eh bien, ce tiers d'émissions qui provient de l'énergie, vous pouvez très bien l'éviter en utilisant une énergie qui est décarbonée. Par contre, les 2 tiers d'émissions qui proviennent du procédé eux-mêmes, vous allez pouvoir les réduire, notamment en changeant d'autres intrants, en remplaçant le calcaire que vous utilisez par des intrants, par exemple des intrants de biomasse, de choses comme ça, mais vous ne pourrez pas l'annuler complètement. Et donc là, vous avez des émissions difficiles à réduire, comme l'on dit, ou encore des émissions incompressibles. Et dans le cas de la sidérurgie, donc de la production d'acier, c'est le même principe ? Alors, dans le cas de la sidérurgie, c'est exactement le même principe. Vous avez des émissions qui proviennent de la consommation énergétique et puis vous avez des émissions qui proviennent du procédé lui-même, qui est la fabrication de l'acier. Mais vous avez aussi pour la sidérurgie un certain nombre d'alternatives et vous avez notamment des procédés de réduction directe par l'hydrogène qui vous permettent en fait d'éviter de brûler du charbon et là vous pouvez aussi réduire vos émissions d'une usine sidérurgique. D'accord. Quel est le niveau de déploiement de ces technologies ? Alors si vous voulez un chiffre, je vais vous dire qu'aujourd'hui on capte, on transporte et on stocke à peu près 40 millions de tonnes de CO2 par an.
Donc ce CO2, il est capté sur tout un tas d'industries, sur des usines sidérurgiques, sur des cimenteries, sur des incinérateurs et bien sûr sur des usines de production d'électricité, typiquement des centrales au gaz. Donc on sait capter le CO2 sur l'industrie, on sait le transporter et on le stocke. Donc 40 millions de tonnes de CO2 par an. Pour finir notre présentation générale, je voudrais qu'on parle des modèles notamment du GIEC et de l'IEA. On sait que c'est apparu assez récemment, finalement, la capture du CO2 dans ces modèles. Peut-être que vous avez une date à nous proposer. Mais sinon, plus généralement, quelle est la place de ces leviers de décarbonation dans les modèles, on va dire, mainstream, qui arrivent à une neutralité carbone au milieu du siècle? Alors le captage et le stockage du CO2 n'est pas apparu tout à fait récemment dans les modèles, hein. On en parlait déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Par contre, il est apparu aujourd'hui dans tous les modèles. Donc on le voit effectivement au niveau international, notamment dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, on le voit dans le rapport du GIEC, on les voit aussi dans les stratégies nationales. Parce que tout simplement, on n'a pas été capable de mettre en œuvre ces dernières années suffisamment de solutions pour réduire les émissions de CO2. Et donc, plus on attend et plus c'est difficile d'atteindre la neutralité carbone et plus on a besoin de faire appel à un portfolio, comme on dit, un portefeuille de technologies variées. Et le captage et le stockage du CO2 en fait partie. Alors, si vous me demandez un ordre de grandeur, je vous dirais que dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, l'atteinte de la neutralité carbone nécessite une contribution du captage et du stockage du CO2 à hauteur d'une vingtaine de %. Donc l'effort de réduction des émissions liées au captage et au stockage du CO2, c'est à peu près 20% de l'effort de l'ensemble des solutions. Oui, donc c'est considérable. En tonnes de CO2, ça donnerait combien? 20% en 2050? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'on captait aujourd'hui 40 millions de tonnes de CO2 par an. Si on se place à horizon 2030, c'est 80 fois plus, voire 100 fois plus de CO2 qu'il faut capter par an. Et si vous vous placez donc à horizon 2050, le scénario le plus ambitieux de l'Agence internationale de l'énergie donne un chiffre de 7,6 milliards de tonnes de CO2 à capter par an. Ok. Donc c'est énorme. Est-ce qu'il y a des scénarios sans capture du CO2 qui arrivent quand même à la neutralité carbone, ou alors est-ce qu'on peut simplement dire qu'on n'a plus vraiment le choix? Alors, on trouve toujours des scénarios qui visent à atteindre la neutralité carbone sans captage et stockage du CO2, mais ces scénarios demandent un recours aux autres solutions. Alors, quelles sont ces autres solutions? C'est bien entendu le développement des renouvelables, c'est bien entendu la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, c'est bien entendu toutes les solutions que l'on peut utiliser pour changer les procédés de façon à ce qu'ils n'émettent plus de CO2. Néanmoins, ces scénarios demandent des efforts qui sont considérables et qui apparaissent aujourd'hui comme irréalistes. Parce qu'il faut voir que dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, sur ces 7,6 milliards de tonnes de CO2 qui sont à capter par an, il y en a 2,4 qui seront associés à de la réduction du CO2 déjà présente dans l'atmosphère. Pourquoi ? Pour compenser des émissions telles que les émissions de l'agriculture, pour compenser des émissions telles que les émissions du transport aérien, et puis aussi pour compenser en fait un petit peu de l'historique, parce que le CO2, quand il est dans l'atmosphère pour des centaines d'années. Donc en France, notre feuille de route de décarbonation, vous l'avez dit, s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Elle est censée nous conduire donc à la neutralité carbone en 2050. Vous nous avez dit l'importance que la capture du carbone avait à l'échelle mondiale, mais à l'échelle française, on parle de combien de tonnes ou de combien de pourcentage de tonnes de nos émissions en 2050? Alors, à l'échelle française,
le rôle du captage et du stockage du CO2 est relativement limité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une énergie qui est quand même largement décarbonée. Et à horizon 2050, la stratégie nationale bas carbone ambitionne d'avoir décarboné complètement la production d'énergie. On aura fait tous les efforts que l'on peut aussi pour réduire les consommations d'énergie dans l'ensemble des secteurs. On aura utilisé des procédés qui n'émettent pas de CO2 quand on peut utiliser des procédés qui n'émettent pas de CO2 et on aura activé les puits de carbone naturels notamment, donc c'est-à-dire le stockage dans les forêts par exemple ou dans les sols. Et donc le captage et le stockage du CO2, il intervient à une hauteur relativement limitée. Aujourd'hui, c'est 15 millions de tonnes de CO2, 5 millions de tonnes de ces 15 millions de tonnes de CO2 permettront de réduire des émissions de l'industrie qu'on ne peut pas réduire par ailleurs. Et les 10 millions qui restent, en fait, permettront de retirer du CO2 de l'atmosphère par bioénergie avec captage et stockage du CO2, tout simplement pour compenser les émissions de l'agriculture et les émissions du transport aérien. Donc, concernant la capture, quel est ou le captage, quel est le procédé? Comment ça fonctionne concrètement quand on met au-dessus d'une cheminée bon, moi j'appelle ça un filtre, j'imagine que ça s'appelle pas du tout comme ça, vous pouvez peut-être nous raconter. Alors, on a différents procédés de captage du CO2. Le procédé qui est le plus mature et qui est le plus employé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un procédé de lavage, et notamment de lavage aux amines. Donc ça consiste en quoi? Vous avez vos fumées qui sont émises et qui contiennent du CO2. Ces fumées, vous allez les faire passer dans une tour de lavage qui va contenir un solvant. Un solvant, c'est un liquide qui a une affinité particulière pour le CO2. Autrement dit, vos fumées, quand elles vont être en contact avec votre solvant, eh bien, ce solvant va capter le CO2. Vous allez obtenir un solvant qui est riche en CO2. Vous allez faire circuler votre CO2 dans une colonne que l'on appelle une colonne de régénération. Dans cette colonne, vous allez chauffer pour libérer le CO2 et, comme on dit, régénérer votre solvant de façon à ce qu'il retourne dans votre colonne de lavage pour recapter votre CO2. Donc vous avez ce qu'on appelle un procédé de lavage qui vous permet d'extraire votre CO2 des fumées grâce à un solvant. Et votre CO2, une fois que vous l'avez extrait, vous obtenez un CO2 qui est très pur. Vous avez un taux de pureté qui est largement supérieur à 99%, 99,7%. Et voilà, votre CO2, vous pouvez le transporter et le stocker pour l'isoler de l'atmosphère. Donc ça, c'est le procédé qui est le plus mature. Et combien de pourcentage de CO2 on arrive à retirer de ces fumées? Vous allez retirer 90% du CO2 qui est présent dans les fumées et vous pouvez même aller au-delà de ces 90%. Vous pouvez monter jusqu'à 95%. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous opérez votre procédé. Donc justement, est-ce que ça a une influence sur le fonctionnement de l'usine? Alors déjà, si vous utilisez ce type de procédé, vous allez installer une installation de captage de CO2 à côté de vos fumées. Donc il faut un tout petit peu de place au niveau du sol. Et puis après, effectivement, il va falloir que vous chauffiez votre solvant pour qu'il libère le CO2. Donc vous allez avoir besoin d'énergie ou avoir besoin, par exemple, de vapeur. Je vais vous donner un exemple. On est en train de démontrer un procédé qui a été développé par IFP Énergie Nouvelle sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. C'est un procédé de lavage par solvant. Notre solvant, il s'appelle le DMX parce que c'est un solvant très particulier sur lequel on attend des résultats beaucoup meilleurs que ceux de la concurrence. Eh bien, notre solvant, en fait, pour qu'il libère son CO2, on va utiliser de la vapeur et on va utiliser ce qu'on appelle de la vapeur fatale. Vous savez que sur une usine sidérurgique, il y a énormément de chaleur qui est libérée. Eh bien, nous allons utiliser cette chaleur, plutôt qu'elle aille dans l'atmosphère, on va l'utiliser pour régénérer notre solvant. Donc en fait, un industriel qui veut
installer un procédé de captage du CO2, il va bien entendu regarder le procédé et il va aussi regarder les besoins en énergie, l'énergie dont il dispose, la chaleur fatale par exemple, et puis l'énergie dont il aura besoin pour compléter en fait son énergie fatale. Est-ce que ce sera le même procédé chez ArcelorMittal que, admettons, dans une centrale à charbon? Alors, un procédé de CO2, il va fonctionner sur différents types de fumée, en particulier quand on va parler de procédés par lavage aux amines. Maintenant, la composition des fumées est extrêmement importante. Donc, on l'a dit, vos fumées, il y a quoi dedans? Il y a de l'azote, bien entendu, il y a de l'eau, il y a du CO2, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments, comme par exemple de l'oxygène, comme par exemple des SOx et des NOx. Et en fonction de la teneur en CO2, de la concentration en CO2, en fonction de la présence d'oxygène, de SOx, de NOx, vous avez vos solvants qui vont plus ou moins bien fonctionner. Plus ou moins bien fonctionner, ça veut dire qu'ils vont avoir des taux de captage plus ou moins importants, ils vont avoir une stabilité dans le temps, puisque je vous ai expliqué que vous utilisez votre solvant pour capter, et puis après, vous régénérez votre solvant. Donc, vos solvants, ils tournent en boucle. Donc, vous avez un solvant qui doit aussi garder ses capacités d'absorption du CO2 pendant longtemps. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants. Donc, on va regarder la composition des fumées pour savoir si on utilise tel ou tel solvant. Bon, une fois que le carbone est capturé, il faut encore le séquestrer. Où est-ce qu'en France, par exemple, on a prévu de séquestrer notre carbone? Comment ça marche aussi le stockage? Alors, vous allez, une fois que vous avez capté votre CO2, vous allez d'abord le comprimer de façon à ce qu'il prenne moins de place à transporter notamment. Et puis après, vous allez le stocker et l'objectif, c'est d'avoir un stockage long terme, un stockage pérenne. Combien de Étant temps à peu donné près? c'est plusieurs centaines d'années. D'accord. Parce que l'idée, c'est vraiment d'éviter qu'il retourne dans l'atmosphère, hein. On veut lutter contre le changement climatique, on veut réduire la teneur en CO2 de l'atmosphère, donc on est parti pour stocker le CO2 pendant plusieurs centaines d'années. Étant donné les capacités de CO2, les volumes de CO2 que l'on a stockés, hein, je vous ai parlé de plusieurs milliards de tonnes de CO2 par an, il nous faut des capacités de stockage très importantes. Et le sous-sol offre effectivement des capacités de stockage importantes et puis un stockage pérenne. Donc on va le stocker à plus de 1000 km de profondeur, donc sous terre, dans des formations géologiques qui sont des formations géologiques adaptées. On les aura caractérisées, on les aura évaluées de façon à pouvoir s'assurer de leur capacité à garder le CO2 confiné pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc ces formations géologiques, on en trouve un peu partout dans le monde, que ce soit sur les continents ou dans le sous-sol des fonds marins ou des fonds océaniques. D'accord, donc ça peut être par exemple en France métropolitaine, on peut envisager de stocker du carbone dans le futur. Alors, on peut effectivement envisager de stocker du carbone dans le sous-sol français. Aujourd'hui, si on parle par exemple du projet d'ArcelorMittal, on envisage des stockages du CO2 dans un premier temps plutôt dans le sous-sol, sous la mer, donc notamment en mer du Nord, mais il y aurait des capacités de stockage aussi, à terre. Aujourd'hui, on a une confiance très forte dans les capacités de stockage. On sait qu'on peut stocker du sous-sol. Après, pour répondre de façon précise à votre question, savoir où on peut stocker du sous-sol, il faut faire des études. Ce sont des études qui prennent 5 à 10 ans pour vraiment caractériser les roches et être sûr que l'on peut stocker du CO2 à tel endroit.
Les sous-sols, c'est toujours un petit peu un sujet sensible parce qu'on a vu, un retour d'expérience, par exemple, en Alsace avec, la géothermie qui a provoqué, une si une activité sismique. Si, par exemple, on me dit dans quelques années qu'on va séquestrer du CO2 à côté de chez moi, est-ce que je dois m'inquiéter? Alors d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que, le stockage du CO2, on en fait depuis, des dizaines d'années. Je vais vous donner l'exemple, d'un site, emblématique en Europe, hein, qui est le site de Sleipner. Donc on est au large de la Norvège. Eh bien, la compagnie pétrolière, Equinor stocke depuis, 1996 1 million de tonnes de CO2 par an, sans problème. Le stockage du CO2, c'est, une opération qui est maîtrisée aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que, on peut stocker du CO2 n'importe où, ça veut simplement dire qu'on a des processus de caractérisation des sites de stockage qui nous permettent, de garantir que le stockage du CO2 sera, effectué en toute sécurité. Maintenant, je vais être tout à fait franche avec vous. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas et donc on va mettre en place des opérations de surveillance tout au long de la vie du stockage et quand je dis tout au long de la vie du stockage, ça veut dire, dès qu'on va injecter du CO2 et même une fois qu'on aura fermé le site, qu'on n'injectera plus du CO2, on aura des opérations de surveillance à long terme pour vérifier que le stockage se comporte bien comme prévu et pouvoir intervenir en cas, d'anomalie, si jamais une anomalie, il devait y avoir. Donc parlons de ce projet, au large de la Norvège, puisque c'est celui qui est le plus concret pour nous, étant donné que, c'est là que sera séquestré le carbone capturé, sur les sites d'ArcelorMittal. Hem, du pour comment on a choisi, ce site? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet? Et en fait, qui va devoir aussi surveiller, à qui sera la charge, de la surveillance une fois qu'on aura stocké ce carbone? Alors, on a, aujourd'hui, plusieurs pays, qui se positionnent sur du stockage du CO2 en mer du Nord. Donc on a, la Norvège et là, on a le projet Northern Light dont vous avez, sans doute entendu parler. C'est un projet, qui est extrêmement intéressant parce que c'est le premier projet en Europe qui se veut un projet commercial de stockage du CO2. Autrement dit, les Norvégiens, heu, offrent aux industriels de l'Europe la possibilité de stocker du CO2 qui est émis donc par différentes industries en Europe, de le stocker dans le sous-sol au large de la Norvège. Donc c'est le projet Northern Light, il n'est pas encore opérationnel, il est aujourd'hui en construction et la première injection devra avoir lieu en 2024 avec une capacité de stockage de 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Après, on passera à 5 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est vraiment le premier projet opérationnel, commercial de stockage du CO2. Heu, les Pays-Bas se positionnent aussi, pour, stocker du CO2 qui dans un premier temps viendrait des Pays-Bas, mais qui après pourrait venir d'autres pays. Et puis le troisième pays en avance en Europe, c'est, le Royaume-Uni qui lui aussi est en train de développer des sites de stockage donc en mer du Nord, mais là c'est pour stocker les émissions de CO2 du Royaume-Uni. Mmh. Et tout à l'heure, vous nous parliez de la stratégie nationale bas carbone. Est-ce que grâce à ce projet Northern Lights, il y aura assez de capacité pour que la France puisse, séquestrer la totalité de ses de son carbone là-bas? Non, bien entendu, ce ne sera pas suffisant, heu, à horizon, 2025, on va manquer de capacité de stockage. Alors quand je dis qu'on va manquer de capacité de stockage, ça veut simplement dire que les sites opérationnels de stockage du CO2 ne se développent pas assez vite par rapport aux projets de captage du CO2. Alors bien entendu, la Norvège, n'en reste pas là. La Norvège est en train de regarder, d'autres sites potentiels de stockage du CO2.
mais ça risque fort de ne pas être suffisant. Donc je vous ai parlé de la Norvège, je vous ai parlé des Pays-Bas, je vous ai parlé du Royaume-Uni. On a d'autres pays aujourd'hui en Europe qui sont en train d'investiguer des capacités de stockage en offshore, donc en mer et à terre. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ce qui est de la France, pour des industries dans le nord de la France, que ce soit dans les Hauts-de-France ou en Normandie, on peut envisager un stockage du CO2 en mer du Nord, comme par exemple dans ce projet norvégien, pour peu qu'il y ait de la place pour toutes les émissions qui sont attendues. Pour d'autres industries françaises, comme par exemple les cimenteries, qui, vous le savez, sont quand même au milieu des terres, ça va être quand même plus compliqué parce que le CO2, il va falloir le transporter jusqu'en mer. Donc il faut trouver des solutions pour les industries là où elles en ont besoin ou à côté de là où elles sont. D'accord, donc ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement, au niveau des capacités de stockage, si j'ai bien compris? Alors c'est pas, excusez-moi, c'est pas vraiment au niveau des capacités de stockage, c'est au niveau du développement des sites de stockage. D'accord. Et donc il y a une nécessité d'accélérer les catégorisations de sites. Vous nous dites aussi que parmi les cimenteries, évidemment, le transport est plus compliqué en mer du Nord. Il y a plus de kilomètres de pipeline à développer et que donc finalement, est-ce qu'on pourrait aussi regarder du côté de chez nous? Alors, on peut regarder du côté de chez nous. On a eu des estimations grossières des capacités de stockage qui ont été faites dans les années 2010, qui laissent penser que l'on a la possibilité de stocker du CO2 sur certains endroits de notre territoire. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin parce que ces estimations, elles sont très grossières et donc il faut raffiner ces estimations, donc faire des études pour voir si effectivement on peut stocker, que ce soit à terre ou bien proche de nos côtes aussi, hein. Mais là, il faut vraiment faire des études. Ce sont des études au moins de 5 voire 10 ans qu'il faut lancer pour savoir où on pourrait stocker du CO2. Oui, alors qu'on a besoin de ça pour dans 3 ans. Enfin, vous me disiez 2025 si j'ai bien compris. Est-ce qu'on n'y va pas un peu à reculons parce qu'en France, on n'aime pas trop toucher au sol ou au sous-sol? On l'a vu, avec la peut-être future mine de lithium qui a fait beaucoup parler d'elle, donc la géothermie avec le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Il y a beaucoup de contestations, sociales finalement et c'est peut-être pour ça qu'on y va pas assez vite? Alors c'est vrai que on ne va pas très vite en France, mais c'est vrai que le stockage du CO2 comme, et c'est ce que vous dites, hein, les actions du sous-sol en Europe, c'est extrêmement compliqué pour des enjeux de perception sociétale, en fait. C'est pour cela aussi que l'on pense que le stockage du CO2 va démarrer en mer. Et donc, même en Europe, hein, vous voyez les projets dont je vous parle, là, qui sont en train d'être les premiers projets qui verront le jour, ce sont des projets qui auront lieu en mer. Alors, ça, enfin, dans le sous-sol, sous la mer. Et ce serait aussi intéressant en France de regarder le potentiel de stockage que l'on a en mer, proche de nos côtes, en fait. Mmh. Ouais. Bon, si on n'est pas forcément obligé de le stocker, ce CO2, on peut aussi l'utiliser, ce qui paraîtrait évidemment être la solution idéale, ne serait-ce que pour faire éventuellement baisser les coûts. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des débouchés? Voilà, quel type de produit le CO2 peut être la composition? Alors effectivement, votre CO2, plutôt que de le stocker, vous pouvez l'utiliser. Donc l'utiliser comme une ressource, donc en faire quelque chose. Parce que bien entendu, dans le CO2, il y a le carbone, hein, le C du CO2 et le carbone, on en a besoin, pour faire, des carburants, pour faire, des molécules chimiques. C'est quand même, un atome qui est essentiel. Donc l'idée, c'est effectivement, heu quand on peut, d'utiliser ce CO2 qui serait capté, plutôt que d'aller, extraire du CO2, du sous-sol. Alors
Aujourd'hui, on utilise le CO2, on l'utilise dans l'alimentaire, hein, par exemple, les boissons gazeuses, eh bien, c'est du CO2. Un gros utilisateur de CO2, c'est aussi pour la fabrication de l'urée, donc pour la fabrication des engrais, qui est faite aussi à partir de CO2. Et puis, vous avez tout un tas d'utilisations à venir, notamment l'utilisation du CO2 pour faire des carburants de synthèse qui seraient faits à partir de CO2 et d'hydrogène, donc qui seraient plus faits à partir de CO2 fossile, d'énergie fossile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des molécules chimiques. Et donc là, c'est vraiment un intérêt. Par contre, il faut faire attention parce que le CO2 que vous allez utiliser, bien entendu, dans un certain nombre de cas, il va être réémis dans l'atmosphère. Vous avez quand même une utilisation du CO2 qui permet d'avoir un stockage pérenne, c'est le CO2 que vous pouvez utiliser pour faire des matériaux. Et les cimentiers travaillent dessus justement pour faire des matériaux en utilisant une partie du CO2. Ça permet par exemple de durcir les bétons et ça donne un stockage pérenne au CO2. Donc voilà, il y a deux types d'utilisation. Il y en a un dans lequel on rejette le CO2 et donc au final, ça fait que, vous me corrigez si je me trompe, mais en gros, ça fait que l'industrie qui a fait de la séquestration, elle, est carbone neutre, on va dire, mais pas la voiture qui roule avec le carburant. Par contre, dans la construction, quand le CO2 reste emprisonné dans le ciment, ça fait que non seulement l'industrie est carbone neutre, mais l'industrie du bâtiment derrière se décarbone aussi. C'est ça? Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde l'ensemble de la chaîne. Donc à la fois l'industrie et on va jusqu'à l'utilisation du CO2 et à son usage final. Donc vous avez tout à fait raison. Si l'utilisation du CO2 in fine, ça vous donne un stockage pérenne, eh bien ça veut dire tout simplement que depuis le départ, vous êtes neutre en carbone. Si maintenant vous l'utilisez pour faire, par exemple, des carburants, effectivement, il est réémis, mais par contre, vous l'avez utilisé pour faire des carburants et cet usage du carburant, ça vous a évité d'aller extraire des carburants fossiles en fait. Donc vous êtes là dans une notion d'évitement. Donc certes, vous rémettez du CO2, mais ce CO2 que vous rémettez, vous ne l'avez pas extrait du sous-sol. Et ce que je voulais rajouter, c'est que si le CO2, au lieu de l'avoir capté sur une usine, vous l'avez capté dans l'air, là, dans tous les cas, vous êtes au moins neutre en carbone. Si vous le remettez, eh bien, il venait de l'air. Et puis, si vous le stockez dans un matériau, eh bien, vous êtes sur ce mécanisme, comme on disait tout à l'heure, d'émission négative. Vous retirez du CO2 de l'atmosphère. Mais d'un point de vue purement climatique, ce serait du coup plus intéressant quand même de le séquestrer que de le mettre dans le moteur d'une voiture. Alors, bien entendu, d'un point de vue climatique, c'est toujours plus intéressant de le séquestrer. Maintenant, si vous regardez d'un point de vue économie circulaire, donc besoin en ressources et en matières premières, c'est quand même très intéressant d'utiliser du CO2 qui a été capté, alors idéalement dans l'air, mais aussi sur une usine, plutôt que de prendre du CO2 qui vient de ressources fossiles. Donc les deux sont intéressantes. Après, on va dire qu'elles ne jouent pas dans la même cour. Il y en a un, c'est vraiment, on est dans une démarche d'économie circulaire. Dans l'autre, on est vraiment dans une démarche de lutte contre les changements climatiques. Donc, à peu près combien de pourcentage de notre CO2 qu'on va capter on va dire d'ici quelques années, va trouver un débouché et combien sera séquestré? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Si vous regardez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie vous dit que c'est 8% du CO2 qui sera capté, qui sera réutilisé, et donc 92% du CO2 qui sera stocké. Oui, j'imagine que c'est difficile parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'une demande qui peut-être aujourd'hui n'est pas encore là et qu'il sera plus tard. Ça dépend aussi de combien on va réussir à capter. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et puis, c'est très variable d'un continent à l'autre. Donc en Europe, il est fort probable que l'utilisation du CO2 sera plus importante, qu'à l'échelle mondiale. D'accord. Hem, donc je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant du coût de tout ce processus. Quel est le coût voilà, de la tonne de CO2? Alors ce qu'on dit en général, c'est que le coût de l'ensemble de la chaîne, hein, captage, transport et stockage, il varie entre 50 et 100 € la tonne de CO2. Alors effectivement, vous avez une variation qui est, importante, hein, entre 50 et 180 € la tonne du CO2. Alors là, je vais parler uniquement de CO2 qui est capté sur des fumées. Je vous parle pas du CO2 capté dans l'air parce que là, on est sur des coûts beaucoup plus importants puisque le CO2 est beaucoup moins concentré, donc c'est beaucoup plus difficile à capter. Néanmoins, ces 50 et 180 € la tonne, ils représentent en fait, une variabilité qui est due à la difficulté à capter votre CO2. Plus vous avez des fumées concentrées et moins c'est difficile de capter votre CO2. Si vous avez, de l'oxygène, des SOx, des NOx, ça peut être aussi très compliqué. Ça dépend aussi de la distance pour le transport et puis, ça dépend aussi, du stockage, de l'accessibilité du stockage, par exemple. Donc c'est ce qui explique en fait ces larges variations du captage et du stockage du CO2. Des prix, pardon, du captage et du stockage du CO2. Et donc si on compare ça avec, le prix de la tonne sur le marché européen, par exemple? Alors aujourd'hui, vous avez, une valeur, du CO2 ETS qui est à peu près, 80-90 € la tonne de CO2. Donc vous voyez que pour, un certain nombre d'industries, c'est possible et vous voyez que pour un certain nombre d'industries, eh bien, les efforts à faire par les industries sont encore conséquents. Ouais. Oui, donc j'imagine qu'on va réussir dans un premier temps à commencer par ces fameuses cheminées qui sont les plus concentrées, parce que c au final, ce qui c'est ça, c'est le captage, hein, qui coûte le plus. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que, le captage du CO2 représente à peu près, 50 à 70 du coût de l'ensemble de la filière. Donc effectivement, ça coûte cher. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour réduire les coûts, en fait, on va mutualiser les infrastructures de transport et de stockage. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ces grands stockages, en mer du Nord, notamment. C'est pour mutualiser le transport du CO2 et le stockage du CO2 parce que quand on mutualise, eh bien, ça se traduit par une réduction des coûts. D'accord. Par exemple, on pourrait imaginer, plusieurs industries, partir du même port, de nord de l'Europe pour aller, C'est ce théoriquement qu'on ouais. Voilà, c'est ce qu'on est en train de regarder, aujourd'hui et par exemple, dans les Hauts-de-France, par exemple, dans la Normandie, on est en train, aujourd'hui d'élaborer des plans de mutualisation des infrastructures de transport. Donc on collecterait du CO2 émis par différentes industries, on le comprimerait, on le transporterait par exemple jusqu'au port de Dunkerque et là, il y aurait, un système de transport par bateau, par gazoduc, qui permettrait de transporter le CO2 capté sur différentes industries. Ça réduit les coûts. Donc vous nous avez dit que le prix, à la tonne, c'est entre 50 et 180, que le prix des marchés aujourd'hui, il est à 90 €. Ça fait quand même encore beaucoup d'industriels et de centrales thermiques qui vont trouver moins cher de relâcher tout simplement le carbone dans l'atmosphère. Or, c'est absolument pas ce qu'il faudrait faire. Comment on pourrait faire pour inciter toutes ces industries à se décarboner? Comment on peut faire pour inciter les investissements, à se faire, alors même que pour l'instant ce n'est pas encore, rentable pour tout le monde? Alors effectivement, il y a la question de la rentabilité. Donc si on a différents leviers, hein, d'incitation, donc là, si on parle de l'Europe, vous avez effectivement ce système ETS, vous avez un coût, du CO2, on en a parlé, mais vous avez aussi un système de quotas, hein, ces quotas qui sont des droits à émettre. Et si vous regardez, comment dire, ce qui se passe aujourd'hui, au niveau, de l'Europe, eh bien vous voyez que sont planifiées une réduction des quotas de CO2, justement pour, obliger, les industriels
à ne pas émettre. Vous avez vu aussi que sont en train d'être discutés en Europe des mécanismes de protection aux frontières pour que l'industrie européenne ne soit pas pénalisée, parce que bien entendu, garder l'industrie sur le territoire européen, c'est extrêmement important, parce que si l'industrie se délocalise dans des pays où les normes en termes d'émissions de CO2 sont moins fortes, eh bien, on aura ce qu'on appelle des fuites de carbone. Donc, ce sera mauvais, évidemment, pour notre économie, mais aussi pour le climat. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont en train d'être regardés en Europe. Et d'ailleurs, quand je dis regarder, c'est faux. Ils sont en train d'être mis en place en Europe. Après, la grosse difficulté, c'est que à l'échelle mondiale, eh bien, vous n'avez pas en fait de système de tarification unique. Vous n'avez pas le même système. Vous avez par exemple aux États-Unis un système qui est très différent, qui est un système de réduction d'impôts, en fait, de crédit d'impôt quand vous captez et stockez votre CO2. Donc, vous avez un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place de par le monde. Il faudrait qu'ils soient mis en place sur l'ensemble de l'industrie mondiale pour que ce soit efficace. Ouais, vous avez raison d'élargir le périmètre parce que le climat de la France, c'est aussi ce qui va se passer en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc, vous nous dites que ça n'a pas besoin que ce soit viable économiquement, puisque via les quotas, ça pourrait être tout simplement obligatoire. Donc, on imagine que ça va faire monter le coût des matières premières qui sortent de ces industries. Ça va donc participer, j'imagine, à l'inflation. Alors, je n'ai pas voulu dire qu'il fallait pas que ce soit viable économiquement, parce que bien entendu, si on veut que l'industrie puisse continuer à produire, il faut trouver un équilibre. Alors après, vous me parlez du coût, de l'impact sur les produits finaux. Je vais vous donner un exemple. Une étude a été faite il y a quelques années, la mise en place du captage et du stockage du CO2 sur la sidérurgie et sur la cimenterie. Eh bien, on trouve que mettre en place une installation de captage et de transport du CO2 sur une sidérurgie, ça se traduirait par un impact sur le coût d'une voiture de 3% à peu près. Même chose, vous mettez en place une installation de captage et de transport et de stockage du CO2 sur une cimenterie, l'impact sur votre maison, en fait, il serait de 3%. Le message derrière ça, c'est de dire, bien entendu, ça aura un impact, mais cet impact, il faut pouvoir l'évaluer. Et ce que je veux dire, c'est que laisser le CO2 aller dans l'atmosphère, il faut pas croire que ça n'a pas de coût. On le voit aujourd'hui, la dégradation du climat, ça a un impact sur notre environnement et cela se traduit par un coût pour la société. Donc après, la temporalité est importante, effectivement, parce que votre voiture, vous allez l'acheter maintenant, vous laissez le CO2 aller dans l'atmosphère, vous pouvez penser que l'impact sur votre environnement, il sera dans quelques années. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment exact, mais en tout cas, c'est tout ça qu'on met dans la balance. Et donc, c'est bien pour cela aussi qu'on a un mécanisme de protection aux frontières de façon à protéger notre industrie. Et aujourd'hui, qui investit dans ces technologies? Qui est prêt à mettre de l'argent pour ça? Alors aujourd'hui, vous avez les industriels. Moi, j'aime à croire que les industriels, ce sont des citoyens comme nous, hein. Donc les industriels qui veulent bien entendu lutter contre le changement climatique. Ces industriels, donc ils investissent. Et puis, comme la filière, elle n'est pas encore vraiment lancée, même si on capte, on transporte et on stocke 40 millions de tonnes de CO2, eh bien, il faut accompagner en fait le lancement de la filière. Donc, accompagner le lancement de la filière, ça veut dire aider à faire des démonstrateurs pour démontrer que les procédés marchent, que les nouveaux procédés, parce qu'on avance toujours sur la technologie, marchent, aider la filière pour permettre la construction d'infrastructures de transport et de stockage. Et donc, on a à la fois les industriels et puis on a à la fois la Commission européenne, la France avec le plan de France Relance qui accompagne en fait ce déploiement de la filière. Et à l'échelle mondiale, quels sont les pays les plus en avance? Est-ce que c'est l'Union européenne ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très très en avance, même sur le déploiement?
Alors à l'échelle mondiale, on a les États-Unis, par exemple, qui sont, extrêmement, en avance parce que, depuis, des années, il y a un système de crédit d'impôt, en fait, qui permet, de faciliter le déploiement de la technologie du captage et du stockage du CO2. Vous avez aussi un certain nombre de projets, en Australie qui sont en cours. Et puis, vous avez certains pays comme la Chine. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont en avance aujourd'hui, mais vous avez des projets qui sont en train de se développer en Chine, par exemple, et puis certains aussi au Moyen-Orient. Mais le pays qui est vraiment en avance, en fait, c'est quand même plutôt les États-Unis et puis la Norvège. D'accord. Est-ce que vous avez une raison qui explique cela? Pourquoi les États-Unis? Tout simplement parce que les États-Unis ont mis en place un crédit d'impôt. Donc, autrement dit, quand vous stockez du CO2, eh bien, les industriels avaient un crédit d'impôt. Donc, c'était une incitation financière à stocker le CO2. Ok, très bien. Pour cette dernière question, j'ai posé moi sur mon compte Twitter quelle question vouliez-vous poser à une experte de la séquestration du carbone? Et il y a une question qui est beaucoup revenue et donc je vais me permettre de vous la poser maintenant. Est-ce que ces modèles, donc les modèles, je reviens sur les modèles de l'IEA, du GIEC, ont eu une mauvaise influence sur la décision des politiques de ne pas baisser les émissions de CO2 plus rapidement? Je ne le pense absolument pas. Aujourd'hui, il est clair que si on veut lutter, le changement climatique, on n'a pas le choix. Il faut mettre en place toutes les solutions que l'on peut mettre en place et ces solutions, c'est bien entendu le développement des renouvelables, bien entendu la sobriété, l'efficacité énergétique, le changement de procédés quand on peut changer des procédés pour qu'ils n'émettent pas de CO2. C'est quand même mieux de ne pas émettre plutôt que d'être obligé de réduire et quand on a activé tous ces leviers, vient le rôle du captage et du stockage du CO2 pour réduire les émissions ou bien pour compenser, c'est-à-dire retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a plus le choix et le captage du CO2, c'est une solution parmi d'autres qui intervient sur, encore une fois, sur les émissions résiduelles. Ce n'est pas une excuse pour ne pas développer les renouvelables, ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler la sobriété énergétique, c'est vraiment une solution qui intervient sur ce qu'on appelle les émissions résiduelles. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Florence Del Prajano. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.